Notre invité ce matin, Mickaël Delafosse, qui est maire de Montpellier. Mickaël Delafosse, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes socialiste. Je rappelle aussi que vous vous exprimez très peu dans les médias nationaux et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes une voix un peu dissonante au sein de la gauche. Alors, avant de parler politique, avant de parler de narcotrafic, parce que vous êtes très engagé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, je voudrais que nous revenions sur l'expulsion vers l'Algérie de l'influenceur Doualem. Il s'appelle en vérité Boualem Namam. Il a été suspendu par l'expulsion a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Procédure d'urgence non justifiée, a dit le juge. Vous regrettez cette décision du juge ? J'ai fait un article 40 du Code de procédure pénale contre cet influenceur qui est sur TikTok, réseau social très fréquenté malheureusement par les jeunes, où celui-ci appelait à la torture, à la haine de l'autre, ce qui est un délit du point de vue pénal. L'autorité judiciaire a été saisie, il a été interpellé et le ministre de l'Intérieur a fait le choix de l'expulser vers l'Algérie, qui ne l'a pas accueilli. Moi, j'ai soutenu cette procédure pour une raison simple, c'est que la France est un pays d'hospitalité. Elle sait accueillir, mais il faut en respecter les règles, en partager les valeurs, comme le font des centaines de milliers de personnes qui travaillent, qui élèvent leurs enfants. Et donc, aujourd'hui, le tribunal administratif a cassé cette procédure. Peut-être il y aura un appel. Moi, je le regrette. Vous souhaitez qu'il appelle ? Je pense que ce serait bien qu'il appelle. Je pense que sur ces questions-là, il faut dire les choses. Vous soutenez Bruno Retailleau sans état d'âme ? J'ai soutenu le ministre de l'Intérieur sur ce point quand il a pris la décision d'expulser. La France est un pays d'hospitalité. Oui. Mais il faut en respecter. Mais c'est un camouflet pour Bruno Retailleau et pour vous. C'est un camouflet de la part de la justice administrative. Non, mais la justice administrative a délibéré. Peut-être que les lois doivent évoluer. Mais je pense que le pire aurait été de ne rien faire et de laisser prospérer sur les réseaux sociaux cette incitation à la haine. Je crois qu'il est important que les élus de la République, et moi comme maire, comme d'autres maires, nous ne laissions pas proférer des discours d'incitation à la haine. Il se trouve que j'en ai fait un autre article 40 contre quelqu'un qui nie l'existence ou qui minimise l'existence de la Shoah. Il se trouve que, pas de chance, il était à Montpellier. Eh bien, il va être convoqué devant la justice et il devra rendre des comptes. Comment s'appelle-t-il ? J'ai pas à donner son nom. Bon, voilà. Mais vous avez fait un autre... Oui, parce qu'il y a un moment, il faut que... Enfin, on peut pas laisser une forme d'impunité sur ceux qui construisent des... C'est le rôle du maire d'intervenir. C'est le rôle du maire d'intervenir comme ça quand l'un de ses... Un maire, vous savez, Monsieur Bourdin, sur sa mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Il est garant du respect, des règles, du vivre ensemble. Et donc, quand certains sèment la discorde, incitent à la haine, profèrent des propos antisémites ou racistes, il faut qu'il y ait une fermeté. Tout ça, ça prospère sur les silences et les complaisances. Eh bien, moi, je suis pour une forme de clarté et de réaffirmation de nos lois et de nos principes. Donc, vous étendez, en quelque sorte, vous aimeriez étendre les pouvoirs du maire. Vous aimeriez que, par exemple, tiens, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, et pourquoi il y a des commerces qui recyclent l'argent de la drogue. On le sait. À Montpellier, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y a eu 200 commerces, c'est ça, c'est le chiffre. On estime dans toutes les villes de France, on voit un phénomène apparaître qui est la multiplication des épiceries de nuit. Qu'il y en ait quelques-unes pour les étudiants qui, le soir, vont acheter leurs pâtes, normal. Mais on voit bien que ces commerces deviennent des commerces de façade et sont des vitrines du blanchiment et leur développement révèle l'ampleur du phénomène du narcotrafic. Et là aussi, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser dire, oui, le commerce a la liberté d'installation. Donc le maire devrait donner son autorisation pour ouvrir un commerce, ou pas ? Mais oui,
je suis favorable à cette disposition parce que actuellement, comme maire, je me bagarre pour faire fermer ces épiceries nuit qui pourrissent la vie des habitants des quartiers, qui voient surgir ce type de commerce. Donc, on relève des infractions, on obtient des fermetures administratives. Parfois, quand je le peux, je rachète les baux commerciaux, comme je le fais rue de la Sorbe à Montpellier, pour qu'à un moment, on fasse disparaître ces établissements-là qui dégradent la qualité de vie des habitants. Et le commerce, c'est normal qu'on puisse le réguler dans une ville. Quand d'un seul coup, vous avez un linéaire commercial où il n'y a que épicerie de nuit, vous savez pas, primeur, boucher, poissonnier, eh bien, il y a un moment donné, c'est l'idée même de la ville et du lien social donc, qui est remise en cause. Le maire donne l'autorisation d'ouvrir ou pas un commerce. C'est ce pourquoi, ce que je demande. Je constate que la discussion qui ouvre au Sénat commence déjà à dire que les maires auront un rôle à jouer, mais je souhaite, comme on réglemente la production de logement social, logement intermédiaire, logement étudiant, on puisse être plus attentif et davantage de pouvoir pour réguler le commerce et défendre la mixité commerciale pour favoriser le commerce de proximité dans nos villes. Est-ce qu'il y a, Michaël Delafosse, des exemples dans votre ville de Montpellier de commerçants menacés qui cèdent leur bail parce qu'ils sont menacés? Il y a des exemples d'intimidation qui sont l'illustration du déploiement du narcotrafiquant. Et ceux qui ont été intimidés ont été courageux, ils ont porté plainte, ils sont aujourd'hui accompagnés par le pouvoir judiciaire et je veux m'en réjouir. Mais cette réalité-là, celle que je décris dans ma ville, elle existe dans d'autres villes. Et ça nous montre la nécessité d'une mobilisation de toute la société contre ce phénomène du narcotrafic qui représente près de 5 milliards d'euros d'argent sale, d'enrichissement scandaleux, qui aujourd'hui vient bouleverser notre société, menace la cohésion de la société, vient capter des jeunes qui devraient être à l'école, qui deviennent choufs. Vous savez, ces jeunes dont on entend, moi j'ai découvert ça en étant maire, ce ha-ha, alors qu'ils devraient être à l'école pour apprendre. Eh bien, il faut aujourd'hui lutter contre ce narcotrafic. Donc, il y a menace ici sur des commerçants, captation de jeunes pour qu'ils deviennent choufs et mules. Il y a l'occupation illicite des halls d'immeubles sur lesquels, ici à Montpellier, nous avons créé une brigade du logement social pour pousser les dealers. Nous travaillons de manière coordonnée avec la police nationale et je pense que la priorité d'action publique aujourd'hui, c'est la lutte contre le narcotrafic. Le texte au Sénat, c'est salutaire. Il faut des moyens ensuite pour mettre en œuvre. Ce qui se joue là est très dangereux pour la cohésion de la société. Michaël Delafosse, puisque vous parliez des mineurs, il y a débat après le drame, la mort d'Elias. Vous avez connu à Montpellier, il y a un an, Samara, 13 ans, qui avait été roué de coups. Dites-moi, la comparution immédiate des mineurs en cas de fait grave, vous y êtes favorable? Ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est de voir la violence qui touche les mineurs. Ces rixes auxquels on assiste, de voir des jeunes qui devraient être à l'école et qui sont... Je rappelle que vous êtes professeur de collège à l'origine. J'enseigne. Demain, j'ai 2 heures de cours. Demain, vous enseignez. Et donc moi, je suis en contact avec la jeunesse. Et j'ai été très choqué que fin août, on supprime par exemple 500 postes de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Moi, quand j'apprends que des jeunes de 14-15 ans ne sont pas scolarisés au pays de Victor Hugo, où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, là aussi, il faut une mobilisation de la société. Et des sanctions contre les parents. Évidemment, il faut des sanctions qui sont... et de la responsabilisation des parents. Mais il y a aussi... Moi, j'ai rencontré, Monsieur Bourdin, une femme qui un jour est venue me voir, qui élevait seule son fils et qui m'a dit cette phrase-là. Elle était en larmes. Monsieur le maire, j'ai perdu mon fils. Je me suis cru que sa vie avait disparu. Elle me dit la drogue a pris mon fils. Et il gagne de l'argent, il me jette à la figure, il arrive, il est complètement désinhibé. Et j'ai vu cette mère dépassée. Et donc aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement important dans la lutte contre le narcotrafic, c'est de ne laisser aucun des enfants basculer dans ce contre-modèle qui va générer des jeunes qui basculent dans la délinquance et qui petit à petit vont poursuivre. Mais est-ce qu'il doit y avoir des sanctions immédiates pour les mineurs en cas de fait grave? Il doit y avoir une fermeté. Tout délit appelle une sanction. Mais quand vous êtes sur des mineurs, cette fermeté doit conduire aussi
à une réponse éducative. Et Mais donc, vous n'êtes pas contre, pour des faits graves, la comparution immédiate? Non, parce qu'il faut rendre compte de ces faits devant l'autorité judiciaire. Moi, je ne suis pas pour l'impunité. D'ailleurs, quand vous êtes dans un collège et qu'il y a un acte de violence dans un collège, ça finit en conseil de discipline et exclusion d'un collège. Et donc, que celui qui commet avec un couteau un délit se retrouve devant un juge et à répondre de ses actes, fût-il un mineur, oui. Mais je dis qu'un mineur doit avoir une sanction qui est d'ordre éducatif parce que l'enjeu, c'est de prévenir la récidive. Et quand le gouvernement, en août, supprime 500 postes à la PJJ, il fait une erreur à Montpellier. Vous savez ce qu'on a fait, monsieur Bourdin? Moi, quand je suis devenu maire, il y avait 100 heures de travaux d'intérêt général à la mairie. On en fait maintenant 5000 heures. Ça nous a permis de prendre dans les services de police municipale, des jeunes qui avaient eu une sanction par la justice et que cette sanction soit exécutée. Parce que ça, c'est fondamental. Et des travaux d'intérêt général, c'est une sanction, mais elle est éducative et elle permet de reconstruire un parcours. Est-ce qu'à Montpellier, les habitants ont parfois le sentiment de submersion migratoire? Je vous pose franchement la question, parce qu'il y a débat après les propos tenus par François Bayrou. Est-ce que les habitants de Montpellier ont parfois ce sentiment-là, franchement? Je n'emploierai pas le terme de submersion. Je dirais qu'il y a un ras-le-bol des habitants quand ils voient des marchands de sommeil s'approprier des logements et organiser sur la misère humaine, des filières migratoires. Et là, oui, il y a ras-le-bol. Et donc à Montpellier, quand par exemple dans la copropriété Fondelray, un marchand de sommeil faisait venir des gens, pour certains du nord de l'Afrique, et les obliger à payer un loyer, c'était la lucrativité la plus importante sur le marché immobilier de la ville, laisser ces gens à l'abandon dans des logements insalubres, qu'a fait la municipalité? Avec la Fondation Abbé Pierre, nous avons porté plainte et nous avons fait condamner le marchand de sommeil. Et donc, oui, la lutte contre les marchands de sommeil, c'est un moyen de lutter contre la filière migratoire illégale sur laquelle là nous devons être intransigeants. Est-ce que la filière migratoire illégale nourrit aussi le trafic de stupéfiants? Participe au trafic de stupéfiants? Je vous pose franchement la question parce que on n'ose pas poser ces questions-là. Je les pose. Le problème du trafic de stupéfiants, c'est que malheureusement, oui, il provient un peu de tous les côtés. Voilà, ça existe, de gens qui sont installés depuis très longtemps, et puis d'autres qui sont arrivés plus récemment. Et je le dis de manière très claire, les trafiquants de drogue, du narcotrafic, qui ont une carte de séjour, de la même manière, je crois qu'il faut être très clair, quand on bafoue les lois de la République et qu'on a un titre de séjour, il faut repartir dans un autre pays, dans son pays d'origine, pardon. Et être expulsé. Ben oui. Ça, moi, ça me semble... Mickaël Delafosse, ça vous semble évident, mais c'est pas évident à tout le monde à gauche, hein. Vous le savez bien. Moi, j'ai été très surpris de votre présentation. Allez-y. Moi, je suis de gauche. Oui. Parce que la gauche, vous savez... moi, je suis pas une voix dissonante à gauche. La gauche, elle combat la loi. Elle combat la loi du plus fort. Le narcotrafiquant, il veut imposer sa loi. Et la gauche, c'est la République et c'est la règle. Et donc, c'est le respect de la règle. C'est pas toute la gauche qui parle comme vous, qui raisonne comme vous. Vous défendez ardemment la laïcité, mais monsieur Bourdin, c'est sur les bancs de la gauche qu'on a toujours défendu la laïcité. Mais parce que vous avez abandonné ce combat à gauche. Non, pas vous, mais beaucoup. Monsieur Bourdin, moi, jamais je n'abandonnerai le combat en faveur de la laïcité, parce que justement, c'est l'héritage politique de la gauche. Vous savez, alors je sais qu'ici, ça fait très 20e siècle, mais Georges Clemenceau, Jean Jaurès, Aristide Briand, Léon Gambetta, vous savez, ceux qui font les noms de rues, souvent grâce à des municipalités de gauche, socialistes, républicaines. Victor Hugo, je parlais des enfants tout à l'heure. Ça, c'est notre histoire. Et quand la gauche tourne le dos à son histoire, donc à ses valeurs, elle recule électoralement. Mais vous avez été accusé d'islamophobie par LFI à Montpellier. Vous le savez bien, Mickaël Delafosse. Vous avez été harcelé. Harcelé. C'est vrai. Oui, j'ai des gens qui expliquent des propos que vous venez de citer. Bon, très bien. Ils le font. Moi, je les combats. Et j'affirme très clairement que la gauche, si elle veut demain être majoritaire dans ce pays,
pour défendre le service public, pour lutter contre les inégalités, pour porter une politique éducative, pour agir pour le monde du travail, elle doit être très claire sur les valeurs républicaines et fidèle à ces combats qui sont des combats fondateurs parce que des combats émancipateurs. Donc pas d'abaya dans les écoles, pas de burkini dans les piscines, pas de voile dans les services publics. Ben, tout ça, c'est la loi de 2004, dont il a fallu attendre quasiment 20 ans pour qu'on la fasse respecter, c'est-à-dire la neutralité demandée aux élèves. C'est une loi qui, en 2004, a été votée autant par la gauche, par la droite. Donc, évidemment, pas d'abaya dans les écoles publiques. Et évidemment, aucun signe religieux dans les services publics. Les fonctionnaires ont une obligation de neutralité. Enfin, c'est le statut, pardonnez-moi, de 1947. Maurice Thorez, Anicet Le Pors 83. Maurice Thorez, communiste, pour ceux qui ne sauraient pas, donc, les jeunes générations. Donc, et donc, il ne faut pas tergiverser, il faut être dans la clarté, et la question de la laïcité, c'est un grand combat de la gauche républicaine qui reste très moderne et que nous devons porter. Est-ce que vous voteriez pour la liste conduite par Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges? Ah non mais attendez, à Villeneuve-Saint-Georges, ils ont des soucis, mais je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, pour être maire... Oui, allez-y, donnez-moi un conseil, parce que j'aime bien. Vous savez, quand on est maire, allez-y. On a une responsabilité, c'est de rassembler. Moi, je suis le maire socialiste de gauche à Montpellier. Mais je suis le maire de tous les Montpelliérains. Et donc, quand on est candidat à une élection, on parle plus des projets que passer du temps à dénigrer les autres. Et ce que je constate, c'est que une des listes que vous venez de citer, elle a passé beaucoup d'énergie à critiquer la tête de liste de Rassemblement de la gauche, à critiquer les socialistes et à les invectiver. Et puis, quand ils ont discuté le lundi, quand des gens ont défendu leurs idées en disant mais on peut pas avoir sur une liste ou au conseil municipal un candidat qui semble très ambigu, voire très complaisant avec quelqu'un qui soutient le Hamas, et qu'on dit non, je garderai ce candidat, celui qui aspire à être maire, il ne crée pas les conditions du rassemblement. Vous ne voteriez pas pour lui. Et donc moi je vote pour des gens qui défendent leurs convictions, mais qui ont aussi le respect des autres. Vous ne voteriez pas pour lui. À Villeneuve-Saint-Georges, je laisse les habitants de là-bas voter, mais je ne serai pas sur ce bulletin, parce que je pense qu'un maire, vous ne voteriez pas pour lui, clairement. Vous êtes candidat, vous serez candidat en 2026 à Montpellier. Je répondrai à cette question une fois que j'aurai terminé les engagements que j'ai pris devant les Montpelliérains. J'ai promis la gratuité des transports, on a fait la gratuité des transports. Le 20 décembre, nous inaugurons une 5e ligne de tramway, comme je m'y étais engagé. Et une fois que j'aurai réalisé l'ensemble de mes engagements électoraux, eh bien, je prendrai ma décision et je m'exprimerai auprès des Montpelliérains. Ils sont réalisés, puisque vous allez inaugurer. Donc, vous allez être candidat. Ça me paraît tellement évident. Monsieur Bourdin, les Montpelliérains aimeraient tellement que tous les travaux soient terminés. Oui, ça, mais je sais, mais ils vont être terminés. Il y a un temps pour tout. Et moi, je suis dans l'action de maire. Et je termine ce que j'ai engagé. Et le moment venu, s'ouvrira la campagne électorale. En ce moment, elle a lieu à Villeneuve-Saint-Georges. Mais les municipales de 2026 commenceront en 2026. Que les appareils se préoccupent de ça, c'est normal. Est-il vrai qu'Emmanuel Macron vous a proposé d'entrer, ou François Bayrou, ou avant lui Michel Barnier, d'entrer au gouvernement? François Bayrou, non. Mais auparavant, il m'a été proposé et j'ai décliné. Pour 2 raisons. La première, j'ai promis aux Montpelliérains... C'est Emmanuel Macron qui vous l'a proposé ? C'est pas le président qui vous appelle, mais c'est un acte de séduction, si je puis dire. Et on m'a formulé un certain nombre de propositions et j'ai décliné très vite pour 2 raisons. La première, j'ai promis d'être maire de Montpellier, donc de le rester. Je pense que quand et la seconde, c'est qu'il faut être en accord. Il y a une solidarité gouvernementale et moi je préfère une réforme des retraites négociée par les partenaires sociaux que imposée par le 49.3. Et je me réjouis qu'aujourd'hui il y ait enfin, grâce aux socialistes, dans la discussion qu'ils ont eue avec le Premier ministre, la réouverture de négociations sur la question des retraites entre les syndicats et les représentants des entreprises. Et je pense qu'on aurait dû faire ça depuis le départ. Et si vous étiez député, vous voteriez la censure ou pas ? Si j'étais député, ou plutôt ce que font actuellement les socialistes, et je veux saluer leur démarche, je jouerais mon rôle, j'essaierais d'être un député utile.
nous sommes dans l'opposition, mais il faut être utile au pays et responsable. Et donc sur des questions qui sont importantes, l'éducation nationale, qu'on ne dérembourse pas les médicaments, que les partenaires sociaux puissent revoir l'injuste réforme des retraites, eh bien, si on obtient sur ces sujets-là... Vous avez obtenu ça. Si cela est confirmé, eh bien, dans ce cas-là, il faudra prendre nos responsabilités et permettre tout simplement... ne pas voter la censure. Et ne pas voter la censure, parce que la France, elle doit être gouvernée. Mais on ne doit pas donner un blanc-seing. On ne donne pas un blanc-seing. On doit obtenir des choses en fidélité à nos convictions. Et le travail que font les députés socialistes, c'est celui-ci. Monsieur Barnier nous avait méprisés. Monsieur Bayrou s'efforce de nous considérer. Nous prenons acte. Les discussions sont parfois vives, mais parce que nous sommes exigeants. Les socialistes, ils ont des valeurs et ils doivent les défendre. Mickaël Delafosse, est-il temps pour le Parti socialiste de rompre avec LFI ? Le Parti socialiste, la question, c'est pas de rompre, c'est de dire. C'est de s'exprimer dans la clarté. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur une question qui est... la question de la laïcité, la question de l'antisémitisme, c'est de réaffirmer que ce sont nos combats historiques et que, au quotidien, nous agissons pour l'universalisme républicain, pour défendre une république sociale et laïque. Et le Parti socialiste, il doit s'exprimer sur son projet. Il ne doit pas consacrer son temps de parole sur les médias à dénigrer les uns et les autres. Il doit dire ce qu'il veut pour ce pays qui est au bord d'une dépression, dont on a le sentiment qu'il se déclasse. Au moment où l'IA est chinoise, est américaine, les socialistes, ils doivent donner une vision de l'avenir, fondée sur une exigence de justice, un soutien à la recherche, à l'innovation, une mobilisation pour la jeunesse, plutôt que de proposer le SNU. Nous devrions proposer que tous les jeunes partent étudier 3 mois à l'étranger pour créer une autre relation entre la France et le monde. Voilà de quoi nous devrions parler, des idées, des projets. L'élection présidentielle est en 2027. Il faut respecter ce calendrier. Parlons à l'intelligence de ce pays. Essayons de formuler des propositions sérieuses, concrètes, pour améliorer la vie des gens, et là, nous serons utiles. Alors, je terminerai avec un drame qui s'est produit à Montpellier, mais vous n'avez peut-être pas d'informations complémentaires sur un petit garçon de 9 ans qui s'est pendu à Montpellier, qui a été retrouvé pendu chez lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous m'apprenez. Je vous apprends. C'était quelque chose d'effroyable. Je voulais simplement savoir si vous aviez été je n'ai pas d'informations mis au courant sur, de ce drame. Mais on en a parlé ce matin dans nos journaux. Si c'est lié à ce drame qu'est le harcèlement scolaire, il y a eu des mots prononcés il y a 1 an par le ministre de l'Éducation, et je crois que la mobilisation, excusez-moi là, ça me s'impose. Je n'ai pas les circonstances, mais je vais immédiatement c'est pour ça aller faire ce que doit faire un maire, c'est-à-dire récupérer les informations et ensuite aller voir une famille qui doit être dans une détresse, qui est dans une détresse extrême. Merci Mickaël Delafosse d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58.